Merci pour votre message. C'est Rémi d'École à la maison. Je réponds personnellement en vidéo. Alors, bonjour Rémi, j'apprécie vraiment ce que vous faites et ce qu'on trouve sur votre site. Même si je n'ai pas encore compris la logique marchande de certains articles. Il n'y a aucune logique marchande chez nous et vous allez comprendre pourquoi. Mais je vois bien que dans un monde tel que le nôtre, il n'y a quasiment plus rien de totalement gratuit. Pour moi, c'est une phrase qui ne veut rien dire, quoique je comprenne très bien ce que vous voulez dire. Mais en fait, quand on a fait un certain chemin, on comprend que ça n'a aucun sens. D'abord, rien n'est gratuit. La vie elle-même ne vient pas d'une création d'énergie pure. Il y a toujours un échange. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une règle de base. Quand vous cueillez une pomme sur un arbre, eh bien, il y a un coût inhérent à cela. Il y a une énergie qui est prise à la terre, etc., des vitamines, des minéraux. Donc, il y a toujours une redistribution d'énergie. Il faut d'abord être conscient de ça, parce qu'en France, on est dans une culture du gratuit, du tout gratuit, qui est extrêmement néfaste et qui vient du monde, du fait tout simplement que, né de la Révolution française, on croit qu'on a accès à des tas de choses gratuitement, telles que le soin, l'école, etc. Et c'est faux. Vous le payez, et vous le payez beaucoup plus cher qu'ailleurs. Vous payez l'école plus cher en France qu'ailleurs, parce que vous avez des impôts qui sont les plus lourds du monde. Vous croyez que vous ne payez pas d'impôts parce que vous êtes en dessous d'un certain seuil, en réalité vous les payez grâce notamment à une TVA qui est à 20%, mais pas seulement, à des impôts indirects qui sont payés à la source quand vous achetez des choses, et qui sont d'un poids écrasant. En fait, avec toute votre gratuité en France, vous payez beaucoup plus cher qu'ailleurs, dans d'autres pays où tout est payant. Par exemple, je suis actuellement dans le sud de l'Asie, eh bien, tout est beaucoup moins cher qu'en France, et pourtant il faut tout payer. Le docteur est beaucoup moins cher ici, et vous le payez de votre poche. Qu'en France, où vous êtes écrasé par l'impôt. Ah, c'est sûr que vous allez chez le médecin, vous ne payez pas. Oui, mais vous allez payer plus tard. Et vous payez tout le temps. Donc en réalité, tout est payant, sauf que il y a, dans le monde du gratuit, dans ce qu'on appelle le gratuit, c'est le premier chapitre, dans le gratuit, il y a en fait tout un ensemble de choses qui vous coûtent ailleurs, et vous ne le savez pas. Ce n'est pas directement fait. Donc déjà, et si vous êtes gilet jaune comme moi, ce que vous êtes, eh bien, il faut vous battre contre tout le mensonge qui entoure les coûts qu'on vous fait payer et qu'on vous cache. On vous fait croire que l'école est gratuite, et en réalité, nous avons fait des calculs, donc même sans tenir compte des impôts, eh bien, en réalité, vous payez plus en allant à l'école qu'en faisant l'école à la maison, par exemple. Mais les gens croient qu'il faut payer, il faut être riche pour faire l'école à la maison. Bon, ça c'est un premier point. Deuxièmement, quand vous demandez à des gens de vous donner des choses gratuitement, ce que nous faisons, nous personnellement, nous donnons beaucoup de choses gratuitement. Venez sur le site, vous pouvez avoir beaucoup d'informations gratuitement. Il faut être conscient que vous privez des personnes. Nous, en l'occurrence, si par exemple, là je suis en train de vous parler gratuitement, vous voyez, vous me prenez un temps que je vous donne très volontiers, par amour d'autrui et par envie de partager, mais c'est un temps qui est pris aussi à quelqu'un d'autre qui pourrait être davantage dans l'urgence que vous. Vous voyez ? Tous les jours, nous avons des mamans qui arrivent, qui sont persécutées par un procureur ou par un juge, avec un mari qui les bat, etc., dans la misère, dans la rue, etc. Vous comprenez ? Donc, quand vous dites gratuité, pensez toujours qu'il y a pour un bien, il y a un mal qui se fait ailleurs. Donc il faut toujours être conscient que, attention avec le gratuit, parce que quand on prend quelque part, quand on reçoit quelque part, c'est toujours pris à quelqu'un d'autre. Bon. Troisième chapitre. Dans la gratuité, il n'y a pas d'engagement. Je réfléchis au fur et à mesure, je sors les arguments au fur et à mesure. Il n'y a pas d'engagement. Vous allez sur une association qui vous informe sur l'école à la maison, et c'est gratuit, pas de problème, d'accord. Et puis vous avez un problème, vous vous retrouvez devant le tribunal. Vous allez voir l'association, je ne comprends pas, j'ai suivi votre conseil, et je suis dans le tribunal. Ah mais nous, c'est pas notre problème, madame. Nous, on n'est pas payé pour vous suivre, et puis vous vous débrouillez. On vous donne des informations gratuites, c'est pas notre problème si vous avez des ennuis ensuite. Donc, problème d'engagement. Quatrième chapitre, compétences. Les gens qui sont payés sont obligés de rendre des comptes. C'est ce que nous venons de dire. Engagement. Et donc, éventuellement, s'il y a un problème, ils sont obligés de rembourser. Donc, ils sont obligés d'être compétents s'ils ne veulent pas rembourser. Rembourser, c'est un coût excessif, c'est 2 fois le prix que ce que ça... D'abord, on ne touche pas l'argent, puis en plus, on a passé du temps, et donc on perd 2 fois la somme. Donc, faire payer amène une compétence, on est obligé d'être bon, si vous voulez. Et moi, je suis bon. Nous sommes très très bons sur notre site parce que tout ce que nous vous disons est imparable, indiscutable. Personne ne vient nous chercher sur le fond.
Chapitre suivant, 5e chapitre, si ma mémoire est bonne. Et c'est pour nous le plus important. Ce que vous acquérez gratuitement ne vous profite pas. Ou très peu. Nous avons fait déjà précédemment ce travail, je le raconte dans une autre vidéo, dans plusieurs autres vidéos d'ailleurs. Au début, nous étions gratuits. Nous aidions des personnes et les personnes ne faisaient pas les choses correctement. Pourquoi? Parce que nous sommes aperçus au bout d'un moment qu'elles s'en foutaient. On leur écrivait, elles ne répondaient même plus au bout d'un moment. Elles avaient pris de l'information, c'est gratoche, et ça me conduira vers le 6e chapitre qui est l'esprit communard en France, qui est dramatique. Elles ont reçu gratuitement, ça ne les engage pas, elles s'en vont, elles vont voir ailleurs, elles trouveront de l'autre gratuit, et outre que tout ça n'est pas très compétent, etc., il n'y a pas de lien, elles n'ont pas payé, donc elles ne vont pas plus loin. Et donc le résultat de notre travail était relativement faible parce que nous avions des gens qui ne regardaient pas attentivement. Dès lors que vous payez, vous regardez attentivement, vous vous engagez. Donc nous sommes passés d'une efficience moyenne de 15% à plus de 98%. Parce que les gens, dès lors qu'ils payent 1 euro, 2 euros, 10 euros, ils veulent en avoir pour leur argent et donc ils font les choses plus sérieusement. Ok? Et ça, c'est crucial. Le 7e chapitre, ce sera, attention, parce que dans le gratuit, vous avez des tas de choses que tout le monde sait, mais vous n'avez pas les choses secrètes. 6e chapitre, l'esprit communautaire en France. L'esprit communautaire en France, c'est dû, si vous voulez, tout est dû. Donc on va chez son boulanger, on serait presque, j'exagère presque, mais on serait presque enclin à lui dire, c'est le pain de l'État, vous recevez des allocations, une autorisation à travailler et tout, vous devez me donner le pain gratuitement. Alors on n'ose pas le dire à son boulanger, mais on ose nous le dire à nous, par exemple. On aimerait que nous soyons gratuits. Et de quel droit, selon quel état d'esprit, devrions-nous travailler pour les gens gratuitement? Pourquoi je devrais travailler pour vous gratuitement? Pourquoi? Moi, je pourrais faire autre chose. J'ai des tas de choses d'ailleurs à faire dans la vie. J'ai des tas de choses. Il faut que je m'occupe de mes enfants. J'ai des tas de projets dans la vie. J'ai des livres à terminer, etc. Pourquoi je le ferais? Je peux le faire. C'est mon bon vouloir. Souverain. Je le fais parce que j'ai du cœur et que j'aime les gens. Mais en aucun cas, ça ne devrait être, dans l'esprit de la personne qui est en face de moi, une obligation ni un dû. Or, on est beaucoup dans l'esprit du dû en France. Et plus on est dans cet état d'esprit, plus l'économie s'effondre. On est de plus en plus dans Le Bon Coin, Emmaüs, tous les trucs de seconde main, de bricole, de débrouillardise, de bricolage, qui détruisent en réalité un certain niveau de perfectionnement, d'aboutissement, de créativité. On est dans la combine, on est des combinards. Les Français sont devenus des combinards. Et ça depuis 1789. On est beaucoup trop dans je vais me débrouiller, je vais l'obtenir gratuitement, je vais le chourer, je vais le faire tomber du camion. Beaucoup. Les gens trichent sur des tas de choses. Je sais ce que c'est. J'ai été élevé dans cet état d'esprit. Enfin, dans la famille, on n'était pas comme ça, mais ma génération a beaucoup été comme ça. On truque le compteur EDF, on déclare pas tout sur la feuille d'impôt, etc. Alors je reconnais que dans certains cas, c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Et même concernant les impôts, on a intérêt à ne pas tout déclarer. Mais tout ça, ça fait un état d'esprit qui n'est pas un état d'esprit de gagnant. Pour gagner, il faut dépenser. Pour gagner dans la vie et accéder à des vrais éléments pertinents, il faut payer. Ça, c'est le chapitre 7. Chapitre 7, donc. Ne croyez pas qu'on va vous donner demain toutes les clés pour gagner de l'argent comme ça gratuitement sur Internet. Non. Si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, par exemple, il va falloir payer. Moi, je suis passé par là, j'ai payé et j'ai eu accès à des formations hyper au point, chères, mais qui m'ont rapporté beaucoup plus. Donc j'ai raclé les fonds de tiroir, j'ai vendu des choses pour pouvoir me payer ces formations. Je l'ai fait. Sinon, j'étais cuit, j'étais à la rue. Donc je l'ai fait. Donc mettez-vous un peu cet état d'esprit en tête, soyez un peu plus entrepreneur, un peu moins dans la gratuité, méfiez-vous beaucoup de la gratuité et cette espèce d'esprit de sédu. De temps en temps, nous avons des gens qui nous font le reproche comme ça. C'est pas gratuit, vous cherchez à vous faire du fric. Mais dans quel monde sommes-nous pour que les gens disent ça? C'est un truc de fou, ça. Jamais on irait ça en Asie ni en Amérique. Parce que les gens savent que il y a du travail. Vous avez qu'à regarder le travail. J'ai fait un calcul il y a 1 an et demi, j'en étais à 13 000 heures de travail. Si je me faisais payer normalement, je devrais demander aux gens 3 ou 4 000 euros par abonnement. Je leur demande 19 euros par mois. Enfin maintenant c'est 29. Pendant très longtemps c'était 19 et avant c'était 6 euros par mois. Je ne me payais pas. Je faisais ça parce que je voyais des enfants désespérés et que j'adore les enfants et je ne veux pas qu'on les laisse sur le carreau. Mais c'est aberrant d'avoir cette mentalité. C'est atroce. Et c'est ça qui vous maintient manquant de moyens, ça vous maintient dans cet état d'esprit de dépendance vis-à-vis du pouvoir. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand vous manifestez? Très souvent, je ne dis pas vous, mais en général, beaucoup de gilets jaunes. Le pouvoir devrait faire ci, monsieur Macron, s'il vous plaît, faites ceci, monsieur Hollande, faites ceci, faites cela, s'il vous plaît. En fait, c'est une mentalité d'esclave.
Puisqu'en réalité, il faudrait être en mesure de chasser ces gens-là et non pas leur demander des comptes, puisque ces gens-là vous réduisent en esclavage, dans un état de dénuement avancé, vous n'avez plus d'argent, et donc vous êtes à leurs pieds, vous leur suppliez qu'ils vous accordent une obole. C'est lamentable. Jamais j'irai supplier ces gens-là. Moi, si je vais voir M. Macron, c'est pour l'arrêter et le jeter dans un cul de basse-fosse ou de déporter à Cayenne jusqu'à la fin de ses jours. Et avec lui, tout le gouvernement et tous les gouvernements Hollande, Sarkozy, etc. Et je saisirai tous leurs biens. Je ne suis pas là pour leur demander, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous accorder des points de retraite? Jamais de la vie. Je trouve ça totalement indigne d'aller pleurnicher auprès de ces gens qui ne sont que des domestiques de la mondialisation. Je préfère aller discuter avec les gens qui sont vraiment des responsables, et dans ce cas-là, quand je dis discuter, c'est à couteau tiré, hein, ce ne serait pas pour rigoler. Mais en aucun cas, j'irai mendier auprès de ces gens-là des avantages ou des ristournes fiscales, etc. Jamais. Et je vais même vous dire même mieux que ça. Je suis ravi qu'en fait ces crapules qui sont au gouvernement depuis 40 ans enfoncent le clou, parce que peut-être qu'au bout d'un moment, les gens vont commencer à se réveiller. Les gilets jaunes, ça fait 30 ans que j'attends que ça arrive. Et que je pousse à la roue pour que ça se fasse. Ça fait 30 ans que j'attends cette révolte. Mais les gens continuent à voter pour cette bande-là. Mais vous savez, parmi les gilets jaunes, il y a plein de gens qui ont voté Macron. Ça fait 30 ans, nous, que voter pour ce genre de système nous paraît totalement aberrant. Il faudrait le renverser. Nous sommes un pays qui était un pays de la prospérité, de la justice, de l'équité. Je veux dire, dans la France, dans l'Ancien Régime, vous aviez plus de justice, une meilleure justice. Quoiqu'à la fin, elle commence à se déliter, ça a annoncé la suite, la Révolution française. Il y avait plus de prospérité, les gens étaient plus riches. On payait beaucoup moins d'impôts. Le 20e, c'était le 20e du bénéfice. Aujourd'hui, on paye 75% sur le chiffre d'affaires au total, hein, impôts directs et indirects. Sur le bénéfice. C'était 20e du bénéfice, l'Ancien Régime. Donc si vous ne faisiez pas de bénéfice, vous ne payiez pas d'impôts. Les serfs avaient plus de pouvoir et de droits que les locataires d'aujourd'hui. Et peut-être même que nombreux propriétaires. L'instruction était infiniment meilleure, nul ne l'ignore. Le niveau était bien meilleur. Les Suffren, les Tourville et La Fontaine, ils sont allés dans de vraies écoles. Donc il y avait une vraie instruction. Quoi d'autre? Le coût de la vie était évidemment beaucoup plus faible. Il n'y avait pas tous ces politiciens, il n'y avait pas ces contrôles, il n'y avait pas ces millions de fonctionnaires qui pèsent sur l'État. Il y avait des libertés de circulation beaucoup plus grandes. Il y avait beaucoup moins d'insécurité. Il n'y avait pas d'immigration, etc., etc., etc. Il y avait des migrations, mais qui étaient contrôlées, qui étaient raisonnables. Donc, vous voyez qu'on est maintenant à un moment de notre histoire où il n'est, à mon avis, plus question de discuter avec ces gens-là, mais de les faire arrêter pour haute trahison et de leur faire rendre gorge, c'est-à-dire leur faire payer autant que possible tout ce qu'ils ont pu coûter à la nation. Et par ailleurs, évidemment, il faudra annuler la dette, ça ne fait pour moi aucun doute. Le référendum d'initiative populaire n'étant que très secondaire. Parce que de toute façon, dès lors que c'est eux qui tiennent tous les pouvoirs, qui tiennent toutes les ficelles, le Parlement, etc., vous pouvez avoir un référendum d'initiative, et puis, oui, on va d'accord accéder à telle loi, et puis ensuite, on fera des amendements qui vont vous bousiller complètement votre loi. On fait ce qu'on veut, vous savez, puis ensuite, il y a les magistrats qui ont des modes d'application qui leur conviennent aussi, qui font ce qu'ils veulent. Donc c'est loin de suffire, il faut changer en réalité de régime en profondeur. Il est donc évident pour moi que je n'irai certainement pas quémander une aide ou quoi que ce soit à des gouvernements de ce genre. Il ne faut pas oublier quand même que ces gens ont détruit le pays au point d'en faire une dictature. C'est pas tout à fait officiel, mais dans les faits, constitutionnellement, c'est déjà le cas, puisqu'il y a des lois sur l'opinion, puisqu'il y a des arrestations sans aucun motif, puisqu'il y a des gens qui sont frappés, éborgnés, voire assassinés en pleine rue, qu'il y a des milliers de gens qui meurent de faim dans les rues chaque année, qu'il y a une situation où des centaines et des centaines de quartiers ne sont plus sous le coup de la loi, ne sont plus sous la dépendance de la souveraineté nationale, où c'est un État fantoche appelé Union européenne qui gouverne, puisque personne ne nomme la Commission européenne. La Commission européenne qui gouverne et qui fait tout ce qu'elle veut en Europe n'a été désignée par personne, n'a été élue par personne. C'est un scandale, c'est une dictature. Ces gens ont accédé au pouvoir, à notre pouvoir, puisque la loi européenne est supérieure à la loi nationale. Ces gens-là font ce qu'ils veulent, nous gouvernent sans aucune légitimité.
Donc ne comptez pas sur moi pour aller solliciter ces gens-là. Donc je vous dis, moi, franchement, il faut changer. Alors vous voyez, rien que de lire cette phrase, il n'y a rien de gratuit. Eh bien, moi j'espère qu'il y aura de moins en moins de choses gratuites, parce que c'est pas ça qu'il nous faut. Il faut davantage de dons personnels. Et le don personnel, ça repose sur une société prospère, avec des compétences. Vous oubliez le mot gratuit à tout prix. Le mot gratuit, c'est horrible. Il faut du don de soi, il faut des compétences, et il faut surtout une prospérité qui vous donne les moyens à vous de vous acheter la formation qui vous convient. De façon à ce qu'il y ait un échange entre des personnes qui soit juste. Vous souhaitez quelque chose, vous en avez besoin, vous avez les moyens de vous l'acheter. C'est ça qui est l'enjeu. Quand j'étais politique, beaucoup de gens pleurnichaient, disaient oui c'est affreux parce que j'ai soutenu des ouvriers dans une usine qui étaient licenciés, et ces gens-là étaient soutenus par une population dont certains disaient, très à gauche, disaient oui c'est scandaleux de licencier ces gens. C'est lamentable, on devrait interdire les licenciements. Mais certainement pas. Certainement pas. Le problème n'est pas que les gens soient licenciés, le problème c'est qu'ils ne retrouvent pas du travail le lendemain de leur licenciement et mieux payés. Si on était dans une situation où les gens retrouvent du travail spontanément, instantanément et mieux payés, ça poserait aucun problème qu'il y ait des licenciements. Ça serait même la liberté des entreprises d'innover. Et tout le monde sait aujourd'hui que de toute façon l'innovation et la productivité augmentant, tel que c'est le cas, des tas d'entreprises vont disparaître. Des millions d'emplois vont disparaître. Il faut donc créer de nouveaux emplois sur de nouvelles bases. C'est pas en forçant les entreprises à garder leur personnel que ça va marcher. D'autant que si vous faites ça, les gens qui ont peu d'argent, au lieu de créer des entreprises en France à être emmerdés avec des syndicats et des gens qui refusent, qui n'acceptent pas le principe du licenciement, mais ils vont aller investir en Chine. Et donc vous allez, c'est ce qui se passe déjà. Et donc tout l'argent part en Asie du Sud-Est. Et donc en France, vous vous retrouvez avec des chômeurs. Vous avez quoi en France? Vous avez en France des chômeurs, des fonctionnaires et des immigrés. Et tout ce qui travaille est en train de disparaître. On est en train de le détruire totalement. Bon, pour des tas de raisons, mais notamment à cause de cet état d'esprit qui veut qu'on ait des droits qui sont tellement élevés que plus personne ne peut les payer, et ce sont les gens qui créent de l'activité, qui créent de la richesse, qui payent, donc c'est des taxes, et c'est donc, bien sûr, moins d'activité, puisque les gens en ont marre et ils s'en vont. Et c'était mon cas, moi, parce que moi j'avais des activités en France, j'en ai eu marre au bout d'un moment de tout ça, parce moi j'étais le seul dans mon village pratiquement à payer, on était 2 ou 3 entrepreneurs et commerçants, tous les autres vivaient sur notre dos, et ils se gênaient pas pour nous le dire, hein. Allez travailler les mecs, c'est très bien, nous on boit le pastis. Et donc ça, au bout d'un moment, et puis quand vous êtes harcelé par toutes ces administrations qui viennent pour vous emmerder, au bout d'un moment on dit stop, on va faire de l'argent mais ailleurs, parce que nous on peut en faire, vous allez rester dans votre bourbier, mais nous on va en faire de l'argent et ailleurs, dans des pays libres. Si vous parlez de paradis fiscaux, c'est que vous êtes bien un enfer fiscal, et c'est le cas, vous êtes un enfer fiscal, donc ça suffit. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment remettre les choses en place, il faut recréer une vraie prospérité. Quand les gens auront les moyens, ils auront une générosité beaucoup plus naturelle, puisque actuellement le gratuit c'est en fait la gratuité de la pauvreté, de la misère. Les gens sont gratuits, oui, parce qu'ils ne peuvent pas demander, ils n'osent pas demander aujourd'hui 150 € de l'heure, ils n'osent pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait du conseil devrait pouvoir dire, moi aujourd'hui je travaille à 150 € de l'heure, je vous fais du conseil, c'est le minimum. Et ils peuvent pas, ils osent pas, parce qu'ils se disent, oh là, si je demande 5 €, oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, je vais passer pour un escroc. Parce qu'on a un état d'esprit en France qui est un esprit communard. On a un gros problème avec l'argent, on n'ose pas en parler, personne ne sait qui gagne quoi, on masque ses impôts, on triche à l'Assemblée nationale. Regardez tous ces gens qui truandent et qui sont défiscalisés à tour de bras, tous ces politiques qui vous donnent des leçons, y compris dans les commissions chargées d'enquêter sur l'évasion fiscale. Les mecs, eux-mêmes, ils ont des comptes un peu partout. Donc c'est de la foutaise, c'est parce qu'on a un problème vis-à-vis de l'argent. Il faudrait être beaucoup plus simple, je ne dis pas qu'il faut être américain, mais il faut être un petit peu plus entrepreneur et avoir un rapport raisonnable à l'argent, accepter que les gens s'enrichissent en fonction de leur travail, de leur mérite, et non pas parce que c'est dû. Parce que vous savez, quand on parle du gratuit, il y a aussi l'argent, c'est gratuit, le salaire est dû en fait. Hein. Moi je viens dans l'entreprise, je travaille 2 heures par jour, le reste du temps je vais à la cafétéria, mais mon salaire est dû. Ça existe, cette mentalité est très forte. Ce qui fait que vous avez des tas de gens. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui entraient dans des entreprises ou à la fonction publique, qui commençaient à travailler, les autres autour leur disaient non, calme-toi, freine un peu là parce que tu vas nous faire des problèmes. Hein. S'il faut qu'on travaille autant que toi, là on va jamais y arriver. Hein. Tu vas nous bouffer notre emploi du temps, là on a envie d'être un peu tranquille, hein. Donc tu te reposes et puis ça va, quand on a fait 1 heure par jour ou 2 ça suffit. Il y a eu des caméras cachées extraordinaires, on voyait les gars arriver à l'URSSAF, ils arrivent dans le bureau, ils arrivent à 11h25, hein. Ils ouvrent un dossier comme ça, ils feuillettent un petit peu, hop, ils le reposent et ils ressortent du bureau. Ils reviennent à 15h, ils reprennent le dossier, ils s'assoient, ils consultent, ils posent une signature, ils posent le dossier, ils se lèvent et ils rentrent chez lui. Enfin, le gars il a signé une feuille dans la journée et il est payé plein pot. Bon, voilà, tout ça c'est le même état d'esprit
tout ça c'est relié, c'est l'incompétence, c'est le dû, l'esprit du dû, l'acquis social, tout ça, c'est vraiment un esprit profondément malsain. C'est pour ça que je vous dis, moi je pense personnellement, je pense que tous ces gouvernements qui démolissent le pays, tous ces gens qui devraient être arrêtés, ben, dans le fond, finalement, j'espère qu'ils vont amener la population à réagir, à se réveiller et retrouver le sens du travail. Car autrefois, les Français étaient des grands travailleurs. Ils avaient une productivité extrêmement élevée, c'est plus le cas aujourd'hui, malgré tout ce qu'on raconte, parce qu'on truque les chiffres aussi. Aujourd'hui, il y a quand même tous les mois 4000 entreprises qui ferment en France. Hein. Je ne sais pas si vous savez. Donc, on avait un pays qui était extrêmement prospère, extrêmement productif. On a démoli les gens. Ils n'ont plus envie de travailler. Ils manifestent. Ils sont chez eux. Ils sont au chômage. Ils se suicident. C'est un désastre. Donc, les discours de ce genre ne tiennent plus la route. Il faut se remettre au travail. Il y a beaucoup de choses à faire dans le monde. Il y a des tas de gens à sauver. Il y a des tas de gens qui crèvent de faim. Il y a des tas de gens qui ont soif. Il y a des tas de gens qui ont besoin de tas d'infrastructures et qui ne les ont pas. Il est temps de se remettre au travail. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Mettons-nous-y, il y a du profit à en faire et chassons de notre esprit cet état d'esprit qui consiste à dire bon bah moi je veux accéder à tout. De toute façon, tout ce à quoi vous voulez posséder correspond à du travail et tout travail mérite salaire. Je crois que ceci clôt la question. C'est aussi contre tout cela que je me bats en tant que gilet jaune. Je suis totalement pacifiste et je ne me bats qu'avec les mots et l'éveil des consciences. Contre tout cela, quoi? Contre tout cela? Contre le fait que les choses soient payantes? Eh bien, dans ce cas-là, si vous vous battez contre le fait qu'il y ait une balance égale entre ce qui est le travail et la rémunération, dans ce cas-là, vous allez vers une société communiste et donc vous allez détruire le travail. Hein, c'est bien ce qu'on a vu en Union soviétique. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils se sont battus, eux, contre la rémunération et le fait qu'on ait à payer les choses, si bien que tout était accessible gratuitement, l'école était gratuite, les soins étaient gratuits, les choses étaient très très peu chères dans les magasins, et bien on a détruit totalement la production. Donc vous aviez une paire de chaussures, une seule taille, d'accord, pour toute la population dans le GOUM par exemple. Donc les gens, vous aviez une paire de chaussures, il y en avait 450 du même modèle disponible, il n'y en avait qu'un seul. Hein. Donc vous y alliez, tout le monde se précipitait pour aller. Alors vous faisiez la queue pour acheter cette paire de chaussures que vous alliez revendre au marché noir une fortune, parce qu'il y en avait et très peu de chaussures. Donc, et puis alors vous faisiez la queue, mais dans la queue il y a des gens qui trafiquaient à la place. Donc vous vendiez votre place ou vous achetiez votre place pour accéder plus vite à la paire de chaussures. Voilà ce que vous allez créer comme société. Et puis bien sûr, tous ceux qui ont de l'argent, vous allez les persécuter, vous allez les poursuivre, vous allez considérer que c'est d'affreux riches, et donc vous allez les faire partir, donc il n'y aura plus d'investissement, etc. C'est le communisme, c'est ce qu'on a vu. Et c'est aussi le socialisme, parce que le socialisme, Mitterrand a fait ça à partir de 81, eh bien, on a commencé à plonger. Donc pendant que les politiques se gavaient, et continuent à se gaver d'ailleurs, vous voyez Macron qui se promène, il a toujours la garde républicaine autour de lui, il a toujours les fastes de l'Élysée, etc. Tout ça c'est de l'impôt. Hein. C'est de l'impôt sur quoi? Sur les gens qui travaillent, parce que l'impôt c'est pas les gens qui travaillent pas qui en payent, à part l'impôt indirect, mais c'est surtout les gens qui travaillent, les entreprises. Une fois que toutes ces entreprises auront disparu, et bien ce sera le cas des pays africains. Vous avez un palais qui est très joli, on prend le dernier argent qu'il y a, on a les grosses voitures, mais tout le reste du pays crève de faim. Et c'est ce que vous avez en France. Donc c'est pas contre la gratuité, c'est pas contre le fait que les choses soient payantes qu'il faut se battre, et ce n'est pas pour la gratuité qu'il faut se battre, il faut se battre pour la prospérité. Et la prospérité, c'est retrouver une vraie rémunération par rapport à un travail donné. Et s'il y avait une vraie rémunération, si vous aviez la possibilité de faire 150 000 euros avec un travail donné, ben je vous assure que vous iriez faire ce travail. Et vous apprendriez à le faire. Et peut-être que de là, avec cet argent, vous auriez moyen de faire peut-être un autre qui vous plairait davantage. C'est ça qu'il faut faire. C'est aller vers davantage de prospérité et de la richesse, il y en a énormément dans le monde, énormément. Je prône l'anarchisme, c'est-à-dire l'ordre sans le pouvoir ni la domination. Il faut être un peu anarchiste, moi je le suis aussi, je suis anarchiste, mais je sais aussi comment les choses fonctionnent. Il faut un vrai anarchisme, c'est-à-dire pas un anarchisme de gauche qui refuse toute institution, ni la loi. Il faut qu'il y ait un pouvoir et il faut qu'il y ait une hiérarchie, non pas une domination, mais il faut qu'il y ait une hiérarchie naturelle qui soit de bon sens. C'est-à-dire que c'est pas la hiérarchie naturelle, c'est le peuple qui gouverne, et c'est les politiques qui sont des exécutants. Ça, c'est une hiérarchie naturelle que vous devriez souhaiter. La domination du peuple. C'est ça, d'ailleurs, la Constitution, c'est ça l'origine. Ou alors, un système encore meilleur, qui était celui que nous avions dans l'Ancien Régime, où il y avait un roi, mais qui ne décidait rien, mais qui garantissait les choses, qui garantissait, enfin ça on pourra en reparler, en fait il y avait beaucoup plus de liberté, et beaucoup plus d'anarchie naturelle dans l'Ancien Régime qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une société sous contrôle, entièrement sous contrôle. C'est surtout le contrôle qui est un problème d'ailleurs, c'est pas le pouvoir. Parce qu'en fait, s'il y avait un problème de pouvoir, eh bien on aurait des gens qui assumeraient le pouvoir. Or, les politiques n'assument rien du tout, ils se débinent. Ils se débinent, ils sont incapables. Et puis comme de toute façon, ils ne restent pas pour longtemps, ce sont des gens qui sont remplacés par les élections, donc ils peuvent faire n'importe quoi, ils partent
à la retraite, ils bénéficient d'une grosse retraite, ils reçoivent la Légion d'honneur en passant, ils intègrent le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, ils se trouvent une petite place bien au chaud, et même s'ils ont échoué tout le pays, c'est pas un problème. Vous verrez que Macron, il finira très très bien, à moins que quelqu'un l'assassine, il finira très bien, et les gens vont même le regretter, vous allez voir, vous allez voir. Déjà, les gens aujourd'hui regrettent Hollande, alors qu'à l'époque de Hollande, déjà, c'était à feu et à sang. Donc on va regretter, parce que plus ça va aller, pire ce sera. C'est normal, puisque nous sommes dans un système intrinsèquement pervers. Donc plus ça ira, moins ça ira bien. Sauf si on change les données du problème, c'est-à-dire les fondamentaux du régime. D'où le fait que j'en sois venu inexorablement à l'instruction en famille. Je pense que ce que vous souhaitez, c'est surtout la liberté et le fait d'éviter d'être manipulé et dans un moule qui brime votre liberté personnelle. Il vous faut une liberté, parce que l'anarchie, c'est quand même la réponse à un manque de liberté. Mais il faut que ce soit juste. L'anarchie pour tout détruire, c'est la loi de la jungle, hein, ça vous le savez très bien. Donc il faut une anarchie qui soit une anarchie sans un pouvoir de l'imposture. Parce qu'un bon pouvoir, ça ne vous poserait aucun problème. Si le gouvernement était excellent, vous ne seriez pas anarchiste. Vous comprenez? Il faudrait l'être quand même. Parce que même un bon pouvoir, il faudrait quand même qu'il soit amendé. Mais si vous aviez au gouvernement des gens extrêmement favorables à votre prospérité, à votre sécurité, à votre bien-être, etc., mais vous ne voudriez pas les renverser. En fait, vous avez cette opinion parce que le régime est mauvais. Vous voyez? De même, la hiérarchie, elle est nécessaire depuis la famille, depuis les métiers. Je veux dire, qui va piloter dans un avion? C'est le pilote. Parce qu'il y a une hiérarchie des compétences. Il a la compétence, on ne va pas élire le pilote dans l'avion, hein, ça ne marche pas. On a essayé, hein, je vous dis, ces essais, ils ont été faits à l'échelle des pays, ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire des bains de sang, des désastres épouvantables. Le XXe siècle a été le siècle le plus violent de tous les temps parce qu'on en est passé par ces idéologies qui voulaient se débarrasser des hiérarchies naturelles et d'un pouvoir juste et légitime. Or, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est pas le pouvoir ni la hiérarchie, c'est le pouvoir illégitime et la hiérarchie des incompétences, ce qui n'est pas du tout pareil. Dans une famille, vous ne pouvez pas dire l'enfant de 5 ans ne va pas décider à la place de ses parents, parce que sinon il mangerait de la glace toute la journée. Hein, il n'y a pas besoin d'être un savant pour comprendre des choses pareilles. Je suis maman de 5 enfants, bravo, 11, 9, 7, 4 et 2 ans, et compte tous les sortir du système scolaire d'ici le mois de juin, d'accord? Avec mon mari, nous avons également un projet de vie familiale reposant sur l'autonomie énergétique et alimentaire et de pouvoir enfin travailler, mais pour nous. Bon. Très bien, vous voyez, là vous êtes dans une logique tout à fait naturelle et correspondant à ce que je pense aussi. Bien qu'infirmiers tous les deux, nous n'arrivons plus à exercer notre métier dans la vision humaniste qui nous anime, évidemment. Notre volonté est d'offrir à nos enfants l'épanouissement qu'ils méritent et de les rendre heureux avec cette notion essentielle de nos jours qui est l'esprit critique. Oui, oui. Et ça c'est en voie de disparition parce que dans les systèmes grégaires et démocratiques, eh bien, on fait un individu conforme, un citoyen, et donc il n'y a plus l'indépendance de pensée. C'est pour ça que dans les sociétés démocratiques, vous ne pouvez pas monter. On ne peut pas monter parce que c'est très intéressant. Il y a quelqu'un, j'entendais une conférence hier très intéressante de quelqu'un qui disait dans les sociétés les plus démocratiques, comme les sociétés norvégiennes, etc., eh bien, on en vient très rapidement à des sociétés extrêmement cloisonnées et sectaires parce que les gens ont un tel niveau d'exigence que les gens qui arrivent dans ce système et qui n'ont pas ce niveau et qui viennent mettre le bordel, entre guillemets, eh bien, ils sont rejetés très rapidement. Vous voyez? Donc, il faudrait, autant que possible, faire en sorte que l'enfant ait suffisamment de sens critique, mais constructif. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de critiquer, mais il faut aussi construire. Enfin, nous souhaitons qu'ils apprennent qui ils sont. Donc ça, c'est la quête de l'identité personnelle et de la vocation, parce que vous verrez que savoir ce qu'on est n'a aucune importance, et c'est même extrêmement dangereux d'ailleurs. Extrêmement dangereux. Si ça n'est pas adossé à quelque chose que vous faites de votre vie. C'est exactement le problème de la psychanalyse et de la psychiatrie. On travaille sur soi pendant 20 ans et on n'en sort pas. Parce qu'on ne sait pas qui on est, on ne saura jamais qui on est complètement. On croit qu'on est quelqu'un, et puis on a un accident de voiture et on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout ce qu'on croyait être. Ou alors on se retrouve dans un incendie ou dans une situation exceptionnelle et on ne réagit pas comme on l'aurait voulu. Ce n'est pas tellement ce que nous sommes maintenant qui nous intéresse, c'est ce que nous allons devenir en faisant des choses, ce que nous allons accomplir. Le mot accomplir est beaucoup plus important que le mot être. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on est beaucoup dans être et devenir. Et en fait, devenir est plus important qu'être. On est tous ce qu'on est, c'est-à-dire en naissant quelque chose un bébé, quoi, un bébé qui est adorable et tout ce que vous voulez, mais
qui n'a pas encore son identité d'être humain adulte, qui va se construire. Alors il ne faut pas courir après, c'est ce que je dis aussi, il ne faut pas courir non plus après cet être sans se préoccuper du présent, parce qu'il faut savoir vivre dans le présent, et qu'à chaque âge, il y a une identité. Mais il ne faut pas s'arrêter à qui suis-je, que fais-je, et je me regarde le nombril, et j'ai 16 ans, et ma copine me fait la gueule, et puis mon copain a envie de me quitter, et je me regarde le nombril, et j'ai envie de me suicider. Vous voyez, ça c'est très caractéristique de notre société qui est malade, parce que la population n'ayant plus à faire, à accomplir des choses, n'ayant plus de travail, n'ayant plus de belles œuvres à réaliser, on est beaucoup plus dans le regard sur soi-même, qui est extrêmement dangereux, et l'action qui, elle, l'action et le projet et la construction de sa vie, qui sont beaucoup plus propices et qui fournissent beaucoup mieux une identité. Quand vous avez réalisé une belle œuvre d'art, eh bien vous pouvez la regarder en disant voilà, je me retrouve dans ce que j'ai fait là, je suis fier de ce que j'ai fait. Quand vous n'avez rien fait de votre vie, vous regardez quoi? Vous regardez vos humeurs, vos faiblesses, vos failles, et vous vous dites je suis peut-être pas terrible, les autres sont peut-être mieux. Donc il faut faire très attention avec l'être, et il faut faire attention avec les enfants à ne pas trop être dans la psychanalyse, la psychiatrie, c'est très dangereux. D'ailleurs autrefois c'était interdit pour les enfants de moins de 18 ans. Il faut faire très attention avec le sondage du cœur et de l'âme, laissez ça à Dieu plutôt. Et faites faire des choses à l'enfant, parlez-lui éventuellement de ce qu'il est, de son tempérament, mais avec beaucoup de délicatesse, à dose homéopathique. Allez-y très très doucement. Qu'ils soient bien dans leur tête et dans leur corps, ça c'est ce que je disais à l'instant, c'est relatif à ce qu'ils vont réussir dans leur vie, et non pas, ce n'est pas dépendant de l'analyse de leur personnalité. L'analyse de la personnalité, ça peut aider, je ne dis pas que c'est mauvais, ça peut aider, et ça peut être très utile pour des grands moments de l'existence où on se demande ce qu'on va faire désormais. Mais il ne faut pas en abuser. Qu'ils aient confiance en eux, c'est pareil, c'est rapport à leur réussite, à ce qu'ils ont réussi dans la vie. Le rapport direct à la confiance en soi, c'est la réussite. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. On n'a pas confiance en soi parce qu'on a décidé d'avoir confiance en soi. On a confiance en soi, et on n'a pas confiance en soi non plus parce que les parents vous disent tu es formidable, tu vas réussir, tu es très très bien. Ça ne marche pas. Et au contraire, ça peut projeter, nous avons des exemples assez souvent d'enfants qui se mettent à douter fortement parce que leur mère leur dit tout le temps tu es formidable, tu y arrives. Ils n'y croient pas du tout au bout d'un moment. Et au contraire, ils se disent oh là là, mais je dois vraiment être nul pour qu'elle me parle comme ça. Je m'aperçois que ce sont des mots, mais moi j'y arrive pas. Donc ça crée une dichotomie dans l'être, et ça crée un problème. Ça peut créer une schizophrénie d'une certaine manière. Donc en revanche, si l'enfant dit il y a un an, je regarde mes cahiers, j'avais beaucoup de mal. Aujourd'hui, j'arrive à faire des superbes textes, j'arrive à lire, j'arrive à comprendre, j'arrive à réaliser des choses, j'arrive à bâtir des choses, j'arrive à bricoler des choses. Là, oui, il y a vraiment quelque chose qui nourrit l'enfant et qui lui donne le sentiment qu'il a une valeur personnelle. Qu'il soit heureux. Et c'est lié à tout ce qu'on vient de dire. Pour ma part, je ne m'inquiète pas, c'est lié à d'autres choses aussi, parce que le bonheur, il n'y a pas que la réussite et ce qu'on a fait dans la vie, mais on en reparlera. Cette notion-là de gratuité dont on a déjà entendu parler, j'en ai pas encore parlé jusqu'ici, je voulais beaucoup développer, mais je pense que ça pourrait servir d'autres personnes, parce que moi aussi, ma préoccupation politique, elle est très très forte, je voudrais libérer ce pays de plusieurs choses, mais pas seulement des gouvernants qui sont des gangsters. En réalité, ce sont des gangsters. Ils sont d'ailleurs dans l'illégalité sur plein de choses. Le fisc français est un fisc gangster puisqu'il viole la loi. Il viole les conventions européennes, les conventions internationales, les conventions avec l'OCDE. Le fisc, l'impôt est illégal en France. Et les gens continuent à payer. Mais c'est pas seulement cette clique de voyous et cette armée de fonctionnaires aux ordres d'une dictature qui s'installe qui est un problème, c'est aussi la population elle-même qui a beaucoup de faux postulats dans la tête et dont il faut la débarrasser, il faut la libérer. Vous savez, je suis là dans un pays où vous voulez faire une échographie, vous y allez dans un quart d'heure, vous avez une échographie, dans un quart d'heure. Et ça va vous coûter 4,50 €. Et elle est d'aussi bonne qualité qu'en France, il n'y a aucun problème. Vous allez chez le dentiste, vous avez un rendez-vous demain matin. Si vous y allez maintenant, là, il est tard, il est 19h41, vous pouvez prendre un rendez-vous. Vous aurez un 19h41, vous pouvez prendre un rendez-vous. Vous prenez un rendez-vous, c'est pas fermé depuis 3 heures. Et demain matin, vous avez un rendez-vous, ça vous coûtera 7 €. Et le dentiste, donc vous payez, mais le dentiste vous fait un travail impeccable parce qu'il a de la concurrence. Parce que s'il ne fait pas bien son travail, eh bien c'est le concurrent d'à côté qui va prendre le client. C'est pas un système, la Sécu qui le paye quoi qu'il arrive. Voyez, parce que là, dans un système de ce genre, où les gens payent eux-mêmes, eh bien il y a une vraie concurrence et donc il y a un besoin de faire des choses proprement, sinon on dégage du marché. Donc il va faire son travail proprement.
Et bien sûr, ça ne me coûte que 7 euros, alors que si j'avais les papiers à faire, déjà j'y passerais du temps, donc ça me coûte plus cher que 7 euros. Et puis ensuite, je paye de l'impôt évidemment, parce que la sécurité sociale, elle bénéficie à la planète entière. La sécurité sociale française, elle bénéficie à des millions de gens qui ne vivent même pas en France. Hein. Et donc vous payez par le biais de vos impôts. Donc moi je préfère ne pas payer tous ces impôts et payer directement, puisque ça me laisse évidemment énormément de moyens que de ne pas avoir à payer tous ces impôts et ne pas être sous le matraquage fiscal permanent. Le coût de l'essence, je paye 45 centimes le litre, vous voyez, c'est quand même pas du tout pareil, etc. Donc, il ne faut pas croire, mais la liberté financière, c'est une liberté incroyable, parce que ça conduit à beaucoup de choses, et ça conduit à une beaucoup plus grande disponibilité des gens, une communication beaucoup plus facile, vous pouvez sortir beaucoup plus facilement. Moi, je fais pratiquement jamais, et nous ne faisons pratiquement jamais la cuisine, enfin, pas très souvent, 1 ou 2 fois par semaine, tout le reste du temps, on va au restaurant, parce qu'au restaurant, ça nous coûte 3-4 euros, et on mange très bien. Très bien, on prend du temps, on est bien servi, les gens sont souriants, c'est agréable. Voilà, vous payez partout, mais vous payez très peu. Vous comprenez, c'est toute la différence. Et voilà, je crois qu'il faut revenir à ça, cette espèce de relation où les gens sont responsables, vendent leurs services, évaluent leur propre prix, sont responsables de leur stock, de la qualité, etc. Il y a une vraie implication et responsabilité des gens, plutôt qu'un peuple français qui est très déresponsabilisé, qui est infantile, qui dépend du gouvernement, qui a toujours cette espèce de fascination pour tous ces gens, politiciens, journalistes, qui sont des imposteurs, qui ne nourrissent personne. Les politiques, ils n'ont jamais créé une entreprise, ils n'ont jamais nourri personne, ils n'ont pas de savoir-faire, ce sont des spécialistes du blabla. Et ce sont ces gens-là qui vous dirigent et qui vous disent quoi faire. Il faut se débarrasser de tout ça et remplacer ça par des peuples d'entrepreneurs, de gens qui... compétents, des ingénieurs, des gens qui ont vraiment des savoir-faire, des artisans, des gens qui savent ce que c'est que les réalités. Vous verrez que si ça arrive un jour, vous verrez que les sociétés sont beaucoup plus justes, beaucoup plus humaines, beaucoup plus partageuses, beaucoup plus riches, beaucoup plus inventives, beaucoup plus adaptables, beaucoup plus heureuses en un mot, que ces sociétés où tout est planifié, organisé, normalisé, avec une hyper présence bureaucratique, administrative. Vous vous rendez compte que le ministère de l'Agriculture en France, il y a plus de fonctionnaires au ministère que d'agriculteurs. Vous avez des départements entiers où vous avez 7 ou 8 fois plus de fonctionnaires que d'agriculteurs. Mais qui paye ces gens-là? L'agriculteur. C'est pour ça qu'il s'en suicide tous les jours. Vous vous rendez compte? Alors qu'on a fait de l'agriculture pendant des millénaires sans ministère de l'Agriculture. Et on n'a pas besoin de ministère de l'Agriculture. En aucun cas. Ils nous bousillent tous nos contrats à l'étranger, tous nos trucs, tout ce qui est export est détruit par le ministère de l'étranger, le ministère de l'Agriculture. Vous pouvez supprimer 38 ministères en France sur les 42 ou les 44 et on s'en porterait que mieux. Il faut donc non pas manifester pour changer, pour réformer le système, mais pour changer de système. Si vous êtes gilet jaune, demandez et souhaitez et parlez de changer de système et de régime et non pas essayer de l'améliorer. Améliorer une mauvaise machine, ça ne fait que la faire durer plus longtemps. Si Macron acquiesce à certaines de vos demandes, c'est une catastrophe. Parce que ça va faire durer le truc encore plus longtemps. C'est comme si vous aviez un type qui est attaché sur une table et qu'on torture. Hein, là on va le torturer un petit peu moins. Voyez, c'est exactement ça. C'est qu'on est en train de souhaiter que les choses ralentissent dans l'horreur et dans la décomposition. Ah non. Il vaut mieux que ça se casse la gueule définitivement et qu'on reparte sur une base saine. Donc je dis, renversons ce système et n'essayons surtout pas de le réformer. Voilà mon point de vue en tout cas. Et les faits récents, moi je dis ça depuis très longtemps, mais les faits récents, je crois, nous donnent raison. Puisque cette crise épouvantable des gilets jaunes, épouvantable, est la marque de ce que le système est intrinsèquement mauvais et pervers depuis la Révolution. Et son but n'est pas le bonheur de l'individu, il ne l'a jamais été, c'est un mensonge, il a été l'asservissement de la population et la fin de ce qui était leur privilège dans l'Ancien Régime, le privilège du peuple, c'est-à-dire liberté de réunion, liberté de profit, liberté d'instruction, etc. Tout ce qui existait déjà auparavant, avant la Révolution, et qui se serait amélioré évidemment s'il n'y avait pas eu cette révolution. Tout cela s'est écroulé et nous sommes dans cet état totalitaire où on ne voit pas bien ce qui aujourd'hui va mieux qu'il y a 25 ans. Il n'y a rien qui aille mieux qu'il y a 25 ans. Moi je ne sais pas quel secteur se porte mieux qu'il y a 25 ans, à part le secteur de l'arnaque, peut-être de la banque, je ne sais pas, et encore. Mais je ne vois pas ce qui va mieux et certainement pas ce qui va mieux pour les Français et pour les citoyens qu'il y a 25 ans. Eh bien, les gens d'il y a 25 ans disaient la même chose. On ne voit pas ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en 1985 ou en 1990 ou en 1995. Je ne vois pas ce qu'il y a de mieux aujourd'hui qu'en 1970. Et oui, parce que nous sommes sur une pente descendante
pratiquement continue depuis 200 ans, avec quelques interruptions. Voilà, cher ami, à bientôt, au revoir.